Bonjour Co tout le monde, bienvenue, je t'en prie. Hésite pas à m'interrompre, mec. Vas-y, démarre. C'est ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne. On est sur, en avec, 2 amis qui s'appellent, Alex et Victor de la chaîne How to Bitcoin. Vous avez le lien sous cette vidéo pour aller rejoindre la chaîne How to Bitcoin. Et vu qu'on n'arrête pas de me dire: «Victor, quand est-ce que tu fais des collabs avec des mecs?» et cetera. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, on veut me refourguer des gens tout pourris pour faire des collabs. Bah, là, on a des gens qui sont pas tout pourris pour faire des collabs, donc on va se faire des petites réactions par rapport à des, news qui nous ont déclenché certaines émotions, que ce soit des émotions, ça nous a fait rire, ça nous a agacé, ou alors ça nous a inspiré, peut-être. Salut les gars, bienvenue. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer le concept de votre chaîne? Bien sûr. Bah, déjà, merci Ouais. pour l'invitation, ça fait plaisir. Et en plus, on était passé en live déjà chez toi, ça s'était bien passé, je crois Ouais. que les gens avaient apprécié, donc c'était cool. Mhm. Et on est ravis d'être là. Nous, ce qu'on propose à la base, on parlait de Bitcoin, puis en fait, c'est complètement parti en couille parce que on s'est rendu compte que c'était bien plus profond que ça et que ouais, corriger la monnaie, ça ne suffisait pas. Il fallait aussi corriger le logiciel gauchiste. Donc c'est un peu notre mission, c'est pour ça qu'on se rejoint beaucoup. Et on fait des interviews de personnes qui sont passionnantes et aussi des concepts où on parle de tout et de rien. Un peu, bah en fait, on est en train de reprendre un peu ton format, hein, un peu Mhm. d'actualité, où on essaie d'expliquer des trucs un peu plus profonds, avec toujours une vision économique libérale et des petites touches de Bitcoin parce que sinon c'est pas rigolo. Puis en fait, le but c'est que les gens deviennent souverains, quoi, in fine. En gros, Pourquoi on vous en essaie de êtes venu comprendre à pourquoi Bitcoin? Je t'en prie. pourquoi on en est venu à Bitcoin. Bon, au début, c'est toujours l'appât du gain, en tout cas de notre côté, essayer de comprendre pourquoi ça faisait que de monter. Et en fait, on est d'abord rentré par les cryptos et puis on a fini par comprendre pourquoi les cryptos étaient arrivés. En fait, c'est venu de Bitcoin au départ et on s'est rendu compte qu'il y avait eu une vraie innovation au départ qui était l'objectif avec un système informatique décentralisé de réussir à séparer l'état de la monnaie. Et c'était la première proposition qui avait enfin réussi et une proposition qui avait pas forcément besoin d'être modifiée pour qu'elle soit fonctionnelle et que les gens puissent l'utiliser. Et voilà comment on y est arrivé, comment on y est resté et comment maintenant on tape sur les cryptos. Mais ça, c'est un truc, les gens arrivent pas à comprendre ça, et c'est très récemment que j'ai compris le concept de l'inflation, qui est un impôt déguisé et qui est en fait l'impôt le plus dégueulasse. Ouais. C'est fou. Quand on Ouais. commence à rentrer là-dedans et qu'on réalise à quel point le monde dans lequel on vit, le côté jetable, le fait que les gens sont plus capables de projeter dans l'avenir, le fait que la civilisation se délite, en fait, on peut tout repartir du fait qu'on a des monnaies de singes. Donc Ouais. c'est vraiment hyper intéressant quand on commence à creuser ça. Ouais, Et je puis quand dirais on se bien, rend compte que vas-y, vas-y. Qu'on se rend compte qu'en tout temps, ça a toujours été un problème que toutes les sociétés ont rencontré et qu'à chaque fois que bah il y a justement un État ou un groupe de personnes qui a essayé de mettre la main là-dessus sur une monnaie qui émergeait spontanément entre les individus où ils se mettaient d'accord, voilà, on va utiliser ça parce que ça marche mieux. Et bah c'est parti en vrille. Et on voit des catastrophes, des déclins. Et en fait, exactement ce qu'on observait dans le passé, par exemple avec Rome ou d'autres civilisations, bah, on l'observe aujourd'hui avec la nôtre, où bah, il y a une perte de confiance dans les institutions, on comprend plus pourquoi on fait telle chose. Et Mm. Bitcoin bah, aide là-dessus, quoi. Pas mal. Et puis moi, j'irais même plus loin sur ce que tu disais, Victor, c'est le fait qu'en fait, le fait qu'il y ait de l'inflation et que l'État puisse imprimer de la monnaie, ça injustifie et ça délégitime l'impôt. Parce qu'à partir du moment où on peut t'imposer sans ton consentement, pourquoi on continue à te prélever de l'impôt avec un soi-disant consentement? En fait, c'est juste une vaste blague pour entretenir le fait que bah, payer des impôts finance l'État, mais en fait, il se finance sans vous. Il vous demande Mm. pas l'autorisation, donc c'est bien, bien pire que de mettre 100% d'impôts, par exemple. C'est beaucoup plus insidieux. Mais bon, voilà, c'est un vaste sujet. Ben, je voudrais qu'on commence par une news là-dessus, si vous voulez bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser à Bitcoin, mais leur grande crainte, c'est mais regarde, Bitcoin, tu dis que c'est une solution pour se protéger de l'État.
mais en fait, ça reste des registres publics. Et donc, en vérité, il suffit que l'État commence à dire bon, à partir de maintenant, on a créé une adresse du Trésor public, une adresse Bitcoin du Trésor public. Vous envoyez tous vos Bitcoins sur cette adresse du Trésor public, sinon on vous fout en prison. Je pense qu'on va arriver vers des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Ça vous fait pas peur? Pour moi, il y a un moment donné, c'est est-ce que tu restes dans une mentalité d'esclave? Et en fait, tu te dis, bah, à chaque fois qu'il y a une règle con, je la respecte. Et même si ça me paraît totalement illogique et qu'en fait, il y a un moment donné, c'est vraiment, on te met en esclavagisme. Parce qu'on peut dire que l'esclavagisme, c'était 100% d'impôt. C'était juste un mec, en Mhm. fait, à chaque fois, il travaille, à la fin, bah, le fruit de son travail va à la personne qui gère la ferme ou ce genre de choses. Et là, au fur et à mesure, bah, avec le fait que l'État est de plus en plus endetté, qu'ils doivent réussir à se maintenir, ils sont obligés soit de faire descendre la valeur de la monnaie, soit juste bah, d'emprunter davantage. Mais en fait, les deux produisent la même chose. Et il y a un moment donné, de toute manière, ils vont devoir cloisonner le système pour plus qu'on puisse s'en échapper. Donc, ils vont pointer du doigt n'importe quelle solution qui permette de faire ça, dont Bitcoin, qui est extrêmement pratique pour ça. Et oui, malheureusement, il est conçu d'une certaine façon où, après, on peut en discuter longtemps, mais le registre est ouvert. Il est anonyme. Non, il est pseudonymisé, mais il n'est pas anonyme. On peut, une fois que l'identité est associée à une adresse, bah, savoir que c'est toi qui déplaces ces fonds-là. Mais ça fait partie du système. On ne sait pas si on est capable de faire mieux. Et aujourd'hui, on peut quand même bah, continuer à faire des transactions sans que personne ne soit au courant. Il suffit juste, à un moment, de décider, bah, tu t'en fous, tu vas pas passer par les plateformes qui te disent d'utiliser. Tu vas sortir de France, tu vas t'extraire de ce système. Et il y a pas d'autre solution, quoi. À un moment, si un jour on te dit, vas-y, non, maintenant, il faut que tu te déplaces à poil dans la rue parce qu'on sait pas si t'as un couteau sur toi, est-ce que tu vas dire, ah, non, c'est totalement normal, c'est bien justifié, sécurité, genre, c'est les mêmes genres de raisonnement à la fin. Je suis complètement d'accord et en fait ça rejoint le fait que Bitcoin c'est un outil. Et c'est pour ça que moi j'aime pas ceux qui font de Bitcoin une fin en soi. C'est-à-dire Bitcoin fix everything, ça y est, on a trouvé. Bah non en fait parce que voilà, il y a un flic qui arrive chez toi, il te demande ta clé, sinon tu finis en tôle, bah tu lui donnes hein, et ça corrige rien du tout. Donc c'est un outil, c'est un très très bon outil qui a des limites que mon Victor vient de décrire. Et en fait, pour moi, le vrai problème, c'est de ne pas prendre ça en compte. C'est un outil qu'il faut intégrer à sa stack de souverain, mais il faut pas en faire une fin en soi parce qu'en faisant ça, vous devenez insouciant et vous oubliez que vous vivez, si vous vivez en France, dans un pays qui est détenu par une mafia qui ne vous veut pas du bien. C'est important à comprendre. Bitcoin a des désavantages. Après, il y a des solutions de seconde couche qui permettent soit d'anonymiser, soit de casser un petit peu le lien. Mais le mieux, ça reste de pas acheter du Bitcoin sur une plateforme qui vous demande votre identité, ça existe encore, d'en acheter en pair à pair, de trouver des solutions, de vous barrer si vous voulez juste vivre dans un état normal. Mais il y a des solutions, il faut juste en prendre conscience pour pas devenir fragile. Et je pense que avec ça, normalement, les gens devraient pas être inquiets. C'est pour ça que moi, perso, je suis pas du tout inquiet de ça. Demain, l'État fait ça, soit je prends un avion, soit je prends un avion en fait. Alors, première news. Donc, l'UE veut encadrer toute transaction en crypto de plus de 1000 euros. Déjà, les gars, votre point de vue sur l'Union européenne, parce que moi, je suis en train d'évoluer un petit peu là-dessus. À la base, je voyais l'Union européenne comme un garde-fou face au communisme français. C'est-à-dire, tu as la possibilité de pouvoir te barrer assez facilement avec la même monnaie, avec en général les mêmes droits que tu as dans ton pays de départ. J'ai quand même l'impression que c'est plus la France qui a un problème pour l'UE que l'UE qui a un problème pour la France. Parce que la France fait un énorme forcing pour pouvoir répandre son communisme à l'étranger. Je le vois quand je parle avec des gens de l'administration fiscale à Chypre, à savoir la France qui fait pression pour augmenter l'impôt minimum sur les sociétés, la France qui fait pression pour pouvoir mettre de moins en moins d'anonymat, etc. Et on se rend compte que derrière toutes les décisions pourries de l'Union européenne, en général, c'est la France qui pousse. Mais néanmoins, l'UE permet ça. L'UE permet à la France d'avoir des outils pour pouvoir mettre son communisme au carré. Donc plus ça va, plus je me dis que l'UE, c'est quand même de la merde. C'est quoi votre point de vue dessus ? Ouais, c'est de la merde. En fait, c'est de la merde, mais en tout point, parce qu'en fait, ce que tu dis, je suis complètement d'accord. Et en fait, c'est que c'est encore plus pervers pour moi, c'est qu'ensuite, quand il y a des mesures de merde qui arrivent,
les Français, enfin le gouvernement français va faire ah c'est pas nous, c'est l'UE. Alors qu'en Mhm. fait, ce qui se passe, c'est que dans le feutré derrière, c'est eux qui vont pousser les mesures, ils vont faire en sorte que l'UE le décide, puis quand ça retombe, ah bah non c'est pas moi. Donc en plus d'être de la merde, c'est un processus très lâche qui permet, bah en fait c'est toujours dans la même logique de globalisme, hein. Le communisme français marche pas parce que le problème c'est que si tu isoles la France, bon bah on sent vite que ça s'essouffle. Donc ils Faut veulent mettre des l'étendre à murs. l'UE, voire au monde. De quoi? Faut mettre des murs dans ces cas-là. Ouais, non, mais vraiment, faut mettre des murs. Ils ont compris que ça allait pas marcher parce qu'en plus, quand même, les Français, même si aujourd'hui, c'est quand même majoritairement, je suis désolé pour les Français, un peuple de cuck. Je pense que historiquement, on était quand même un peuple avec des couilles, donc elles vont finir par repousser si on commence à construire des murs. Mais par contre, si on commence à construire des murs autour de l'UE, puis au final, en fait, le but c'est quand même de le généraliser. Bah en fait, non, c'est pas bon du tout. Faut redécentraliser la chose. Là, on est en train de la centraliser de plus en plus, et l'UE, c'est la pente glissante vers ça. Pour moi, il y a aucun point positif. L'idée de l'espace Schengen, etc., c'était une bonne idée en soi, mais le problème, c'est que c'est complètement parti en couille. L'histoire de monnaie commune, pareil, c'est une énorme arnaque. Et en fait, on fait que remonter les institutions. Donc, Mhm. pour moi, j'y vois aucun point positif. Je sais pas si on arrivera à en souligner un. Mais non, non, c'est de la merde, hein. Ouais, parce que en plus, les seules choses qu'on pouvait utiliser et qui auraient pu être intéressantes, c'était d'avoir un levier, par exemple, dans le commerce international, dans même le militaire, genre de choses. Et au final, même là-dessus, le seul point où ça aurait pu être un peu intéressant, on l'utilise pas. Parce qu'en fait, personne n'est d'accord. On n'a pas la même histoire que, par exemple, les États-Unis. Parce que j'ai l'impression quand même le projet de l'UE au début, c'était un mix entre, tiens, c'est sympa ce qui se passe aux États-Unis, ils sont devenus très riches en ayant 50 États et plus qui se mettent d'accord et qui se poussent vers le haut. Et en même temps, je pense qu'il y avait aussi beaucoup d'idéologues qui venaient de l'autre côté, Russie, URSS, et bah ça a fait en fait une sorte d'avorton qui sait pas trop où il va et qui au final va juste dans la mauvaise direction. Et surtout quand on voit aujourd'hui avec comment elle s'appelle la présidente là, Van der Leyen. Van Van der der Leyen. Leyen, qui est qui est particulière, et surtout quand tu t'intéresses un peu à l'idéologie, les parents, les trucs. Il y avait Rémi là de Juste Milieu qui avait fait une vidéo sur elle qui était intéressante, que j'invite les Tu gens à veux aller dire que c'est une regarder. nazie? C'est ça que tu veux dire? Bah, il y a des trucs bizarres, quoi. Il y a plein de trucs bizarres et moi j'aime pas les gens bizarres ni les FDP. Donc l'Union européenne se contente-t-elle de réguler les crypto-monnaies ou orchestre-t-elle leur bannissement progressif? Donc il y a un nouveau règlement AMLR qui entrera en vigueur le 1er juillet 2027 et qui impose une traçabilité complète des flux. J'adore les traçabilités complètes des flux, c'est vraiment, ça fait partie des trucs que j'aime le plus au monde. À partir de 1 000 euros, tout transfert depuis ou vers un wallet auto-hébergé devra être documenté et vérifié. Ça va pas, non? Alors, il est essentiel de d'étendre la régulation au-delà des formes traditionnelles de transfert, y compris aux crypto-actifs, a déclaré Pascal Moncu sur la commode, président de l'Eurogroupe, lors du sommet européen de lutte contre la criminalité financière. Le cadre se veut ambitieux. J'adore les termes. Empêcher l'évasion fiscale, la fraude et le financement illicite grâce à une surveillance automatisée des transactions. Chaque prestataire devra identifier expéditeurs et bénéficiaires. Les unités de renseignement financier et la future autorité anti-blanchiment auront un accès immédiat, direct et sans filtre aux données de compte. L'anonymat devient une exception et pour les cryptos privés comme Monero, une impossibilité. Interdiction pour les échanges agréés est totale. Donc ça veut dire que tous les échanges agréés n'auront plus le droit d'avoir des crypto-monnaies qui sont anonymes. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution de l'Union européenne? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif? C'est très positif, on va dans la bonne voie là, on va sur une accélération. Et j'espère que ça fera au moins ouvrir des yeux, quoi. En fait, le plus dangereux pour moi, c'est vraiment que ça soit trop progressif. Mais là, ils commencent à mettre un coup d'accélérateur parce qu'ils se rendent compte que c'est pas maintenable, quoi. Et je pense qu'ils ont peur au fond, hein, des cryptos, de Bitcoin. Ça commence à les inquiéter parce que je pense que les chiffres sont de plus en plus gros, hein, de Ouais. personnes qui switchent, qui se mettent à se dire, bah, en fait, je vais épargner là-dedans, je vais faire mes transactions avec, parce que c'est invivable à la fin. Puis en plus, il y a une pression en Est-ce qu'on permanence est et des d'accord? discours pareils. Ouais.
Est-ce qu'on est d'accord que ça concerne d'abord et en priorité les gens qui pensent que c'est une bonne idée d'acheter du Bitcoin sur Coinbase, Binance, BitGet, etc. C'est ça que j'ai lu. En fait, ça veut dire qu'ils vont faciliter le fait que ces entreprises doivent reporter à l'Union européenne. Et est-ce que ça veut dire qu'il faut n'accepter de traiter qu'avec des organismes qui n'ont pas leur licence, qu'avec des organismes qui sont plutôt sur liste noire de l'Union européenne, ou alors de traiter avec rien du tout et simplement d'utiliser Bitcoin quand on va rencontrer des gens au Bitcoin Meetup et ce genre de trucs. Bah, alors, ouais, moi je suis complètement d'accord. En fait, il y a un moment, faut que les gens prennent un réflexe d'inversion. C'est-à-dire, si on vous crée une enveloppe fiscale avec des avantages, fuyez-la. Si on vous met une plateforme sur liste noire, c'est que c'est peut-être bon signe. Et je pense que c'est un bon Ouais. réflexe à avoir en termes de réglementation. Et effectivement, après, sur liste noire, il y en a des fois, c'est juste parce que c'est des énormes arnaques. Donc, faites quand même gaffe. Ouais. Il y Mais a des scams. voilà, il y a des scams, donc faut juste faire gaffe. C'est vrai que le pair à pair, c'est le mieux. Il n'y a rien de mieux que le pair à pair en cash. Hein, voilà. Je ne vous incite pas à le faire, mais bon, voilà, il y a des plateformes qui le favorisent aussi. Ouais, clairement. C'est sûr que si vous achetez sur une plateforme centralisée, bien légale et qui fait bien sa conformité, derrière, quand vous retirez vos BTC, c'est foutu. Hein, ils sont tracés ad vitam aeternam. Même si vous faites des mécanismes comme il y a des coins, par exemple les coin join, qui permettent, ça marche pas. On peut toujours essayer de vous retrouver. Bon, après, voilà, si vous faites ça avec 2000 balles, l'administration va pas le faire. Mais si c'est des gros montants, clairement, faut faire gaffe. Donc ouais, faut prendre ses dispositions. Ou sinon, en foutez-vous, faites comme vous voulez, mais soyez prêt à partir le jour où ça va vous tomber dessus. C'est aussi une possibilité. Et je pense que ouais, ça concerne quand même tout le monde. Donc faut être prêt et faut en avoir au moins conscience. C'est toujours la même chose. Hein. C'est pas grave si vous n'êtes pas le mieux protégé, mais ayez conscience. Ça peut vous tomber dessus à tout moment. Mais ouais, il y a quand même un point aussi, c'est que c'est impossible pour l'État de prouver que vous possédez bien ces cryptos ou ces bitcoins. En fait, à un moment donné, votre accès à votre patrimoine crypto-monnaie, on va rester sur du bitcoin, il est juste maintenu par le fait, est-ce que vous êtes le seul détenteur de la clé? Donc détenteur, ça veut dire est-ce qu'elle est sur un papier, est-ce qu'elle est conservée dans votre tête, ce genre de choses. Et donc, à un moment donné, s'ils viennent toquer chez vous, ils vous demandent est-ce que vous les avez bien, est-ce que vous avez déclaré, bah, ils sont en incapacité, en fait, à un moment donné, de dire est-ce que c'est vraiment le cas, jusqu'à ce que, bah, à un moment, il y ait une nouvelle transaction qui soit faite et que ça prouve bien que quelqu'un avait encore la possibilité de déplacer les fonds. Mais ça veut pas nous dire non plus que c'est vous. Il Mais c'est faudrait ça le qu'à un moment, drame en de fait, ma vie. Mais ouais, c'est ça le drame. C'est que moi, j'avais commencé à me faire un patrimoine crypto, je me suis tout fait voler. Et ça me fait chier, quoi. C'est Et ça donc arrive maintenant, j'y souvent, touche hein. plus jamais. Non, mais je touche plus jamais à ça. Je me suis tout fait voler, donc c'est terminé, quoi. Pareil. J'en parle parce que c'est intéressant intellectuellement, mais je me suis tout fait scammer. Ça m'énerve trop. Bref. Ouais. Alors, à quelle news on passe, les gars? Qui a une news? Alors moi, j'en ai une énervante. Je sais pas si vous la voulez. Ouais, balance. Allez, moi j'en ai une qui m'a énervé. En fait, qui m'a plus fait de la peine en réalité. Normalement, vous devriez la voir actuellement. Euh, Ouais. donc je vous lis la news et je vais essayer de pas pleurer. Donc c'est l'administration fiscale qui réclame 120 000 euros à un bar lyonnais car le patron est trop généreux dans ses tournées offertes aux clients. Après un contrôle fiscal, elle a estimé que le patron du Petit Zinc n'avait pas déclaré une partie des consommations et évoque un enrichissement personnel. Il considère, donc lui, je crois qu'il le cite, hein, il considère qu'un whisky c'est 3 centilitres, mais ici on en servait plus, explique Laurent, le patron de ce lieu emblématique de la ville. Il est maintenant convoqué au tribunal pour une liquidation judiciaire. Et il y aurait des clients qui se mobilisent pour ouvrir une cagnotte. Je souligne, avant qu'on y réagisse, quand même qu'il y a un collabo que les gens oublient. Il s'appelle Juan Branco. Et ce mec a osé répondre en dessous, il fait du black, comme tout le monde dans la restauration. Les caisses trafiquées sont proposées par les fournisseurs eux-mêmes. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Que ce soit Ah, vrai ou pas, il se place quand même du côté du Léviathan, et moi j'aime pas ça. Donc je lui ai répondu que c'était un collabo. mais grave. T'as un mec qui est dans la merde et lui il vient en disant ouais mais t'es un fraudeur et tout et enfin si tu veux donc t'as raison, c'est triste, mais en plus le black c'est le seul levier d'ascension sociale en France Ouais. pour les plus petites gens. C'est-à-dire que quand t'es un petit artisan, quand t'es un petit commerçant,
tu ne peux pas faire d'ascension sociale sans le black. Donc que monsieur le grand socialiste Juan Branco ait pas capté ça, vraiment ça, il mérite un truc à base de verre pilé et de piment rouge dans le fondement, quoi. Je suis complètement d'accord. En fait, le truc, c'est que même en termes d'incentive pour l'État, si on essaye de rationaliser la chose, là, le mec, du coup, va sûrement devoir fermer son bar, il est en liquidation. Donc ça veut dire que, je suppose que ce monsieur payait quand même de l'IS, de l'impôt société, payait des impôts, payait peut-être des cotisations, il doit avoir des salariés. Ça veut dire qu'il préfère fermer qu'il ne reçoive plus tout ça, parce qu'il aurait soi-disant fait potentiellement du black d'une certaine façon, plutôt que de se dire, bon, bah écoute, c'est un moindre mal, ça continue à remplir les caisses, on va essayer de le laisser tranquille ou de lui mettre une amende minimale ou juste une tape derrière la tête pour lui dire attention. C'est que c'est même débile hein, du point de vue de l'État. En tout point, c'est stupide. C'est vraiment une armée de... En fait, c'est juste des mecs qui veulent... c'est des fossoyeurs, voilà. Je cherchais le terme, des fossoyeurs. Ça Ce qui est dingue, c'est la machine qui est mise en route pour traiter ce genre de cas qui est juste colossal. Là. Il faut imaginer l'équipe là, de mecs qui sont à Bercy et tout, qui vont aller regarder ça, qui vont faire un dossier en plus pour voir à la vitesse à laquelle ils bossent, ce que ça doit nous coûter. Et à la fin, ce que ça nous rend, comme vient de le dire Alexandre, au final, bah, c'est juste des revenus en moins pour la France à la fin. Et quand tu mets ça en comparaison avec ce qui se passe dans la rue, les agressions, même les fraudes qui sont à des niveaux bien, bien plus élevés au niveau de l'État, ce genre de choses, voilà, il n'y a rien. Et on entend des petites histoires comme ça, de petits pères de famille qui essaient juste de joindre les deux bouts et ils se font... je vais pas aller dans les termes, mais voilà. Mais en plus, imagine, c'est vrai que le mec, il payait des coups. Et il se disait, c'est un truc de crevard de faire un whisky de 3 centilitres, je fais un whisky de 5 centilitres, et bonne ambiance et tout. Et je suis sûr que le mec là de Bercy, il dit, ah ouais, mais c'est de la concurrence déloyale, parce que le mec, il respecte la quantité de 3 centilitres du whisky et tout. Vraiment, ouais, c'est effectivement, ça ne me plaît pas. Voilà. C'est le communisme poussé à son paroxysme et qu'ils aillent se faire foutre. Voilà. Victor, petite news, qu'est-ce que tu as à nous mettre sous la dent? Pas mal, il me semble que c'est elle, ouais. Ah, j'ai failli la prendre. T'as failli la prendre, j'ai failli la pas mal choper, aussi. Hein. Ouais. Je vais la lancer, elle dure que 2 minutes. Vous entendez bien? C'est vrai, peut-être pas, nous n'avions pas conscience en tout cas de l'ampleur de cette fuite des cerveaux, comme on dit, des jeunes diplômés de nos écoles de l'élite. Qu'en est-il les faits? Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. De qui parle-t-on? Eh bien de ces fameux diplômés des grandes écoles, l'élite à la française, diplômés de Polytechnique, Centrale, HEC, l'ESSEC et autres formations qui font rêver les meilleurs bacheliers. Un chiffre résume tout, 10% des jeunes élites quittent la France chaque année dès l'obtention de leur diplôme, soit 15 000 jeunes, oui 15 000 jeunes, c'est 25% de plus en 10 ans, à peine formés déjà sur le départ. Et c'est cet exil qui fait parler de gâchis et d'appauvrissement pour la France. Si l'on devait dresser un portrait robot, ce serait l'ingénieur fraîchement sorti de la prestigieuse Polytechnique. Il ou elle a 24 ou 25 ans, vient d'obtenir son diplôme après 2 ans de prépa et 5 ans d'école. Les chiffres sont là. 2 polytechniciens sur 10 s'expatrient dans la foulée pour aller travailler ailleurs. Où vont-ils ces cerveaux ? Eh bien, cette enquête menée auprès de 1000 jeunes montre que les destinations les plus prisées sont le Canada, la Suisse et les États-Unis, au salaire nettement plus élevé en France. Alors, comment l'expliquer? Comment l'explique-t-il eux-mêmes dans cette étude? Eh bien, précisément pour des raisons financières. Ces salaires, on l'a dit, mais aussi la fiscalité. Près de la moitié des jeunes diplômés la jugent trop lourde en charges ou en impôts. Un tiers estime que la rémunération est trop faible. Mais ce qui revient le plus, et c'est là qu'il faut s'arrêter, à la question « Quel regard portez-vous sur l'état de la France ?» 70%, 7 diplômés sur 10. Et voilà. Ok. C'est un cauchemar. La France en déclin.
Honnêtement, moi, la question que je me pose, c'est qui les trous de balle de 8 polytechniciens sur 10 qui restent en France? Et en plus, moi, je préférais qu'ils se barrent, parce que si c'est après nous pondre des trucs comme le shift, là, de Jean Covici, pour te dire, oui, attention, il faut absolument faire un commissariat au plan de ChatGPT, là, pour réguler l'intelligence artificielle. Mais barrez-vous, quoi. Barrez-vous J'ai l'école pas vu cette normale, dernière. barrez-vous HEC, barrez-vous, non, mais ouais, il y a plusieurs news dans cette news. Mais en plus, je pense qu'on peut témoigner. Bon, nous, on n'est pas sortis de Polytechnique ni HEC, mais on a quand même fait une grande école, si on peut appeler ça comme ça, d'ingé et une école de commerce. Bah, au bout d'un an et demi de boulot de taf à Paris, on s'est barré en Suisse, hein, parce que le communistan, c'était trop. On a fait 2 fois et demi sur le salaire. Ah, en sachant qu'en France, déjà, avec le salaire d'ingénieur en France, t'es riche. T'es considéré comme riche. Donc je vous laisse imaginer une fois que vous avez un salaire 2 fois et demi supérieur en Suisse, tout en restant frontalier en vivant en France. Donc là, t'es dans les ultra riches, tax Luxman et compagnie. Et au final, après, bah là, on est devenu entrepreneur parce que ça faisait quand même un peu chier. Mais clairement, en fait, les incentives sont pourris. Le plan de carrière d'un ingénieur en France qui sort d'études, qui est débrouillard, hein, je parle pas du dernier des trous du cul, mais qui veut vite bien gagner sa vie, et je dis pas gagner 2500 € net par mois. Avec ça, t'es considéré comme quasiment riche en France, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Rien. En fait, c'est impossible. C'est strictement impossible. Sinon, faut cumuler plusieurs tafs. Faut faire ce que t'invites souvent les gens à faire, Victor, c'est-à-dire commencer à créer du contenu à côté, avoir une deuxième activité. Mais c'est la seule solution. Et en fait, c'est pas normal qu'en faisant 600 km, tu puisses faire fois 2,5. En traversant la Manche, tu puisses faire des fois même fois 3, fois 4. Et si tu traverses l'Atlantique, voire plus. Ça n'a aucun sens. Et bravo à ceux qui se barrent, et ceux qui restent, comme tu l'as dit, qu'ils aillent se faire foutre. Pareil. Non, parce qu'en plus, les polytechniciens, j'insiste, hein, ils ont une dette envers l'État où ils doivent faire plusieurs années de fonctionnariat. Donc c'est sûr qu'ils finissent à Bercy et compagnie, et en plus j'en connais. Et il y a des entreprises qui sont prêtes à racheter ces années pour leur dire non, ne continue pas à faire ça, viens chez nous, tu vas être mieux. Et ils ont bien raison de le faire. Non, bah, y a rien à Nickel. rajouter. T'en avais une, Quand toi, même. Victor? Ouais, je vais avoir une news pour vous, juste un truc. La Suisse, c'est vraiment un truc, je pense qu'il faut le conseiller aux salariés. Par contre, je le déconseillerais à un entrepreneur. Parce que si tu es un entrepreneur avec ta clientèle en France et que tu arrives en Suisse, tu te retrouves à devoir vivre en franc-suisse avec des clients qui te payent en euros. Et là, c'est pas possible. En fait, le niveau de vie de la France, qui est devenu un pays de pauvres, ça marche pas. Donc effectivement, si tu es un employé doré, tu as intérêt à te barrer en Suisse. Mais je pense qu'un entrepreneur qui fait son fric en euros, il doit aller chercher des trucs plus exotiques que la Suisse. Ouais, 100% d'accord. Et nous, on l'a vécu, hein, de se faire payer en francs suisses et de vivre en euros. C'est une augmentation de 5% du pouvoir d'achat par an, hein, sans augmentation de ton salaire, ce qui est absolument démentiel. Bon, j'ai un truc pour vous, les gars. J'ai peur. Salut, Adrien. Déjà, rien que ça mérite un kick sauté, quoi. D'où tu mets un H à Adrien. C'est rien que pour ça, il mérite un double kick sauté. Mais c'est pas que pour ça. Alors, on va écouter notre pote Adrien, cloué. Attendez, on balance Adrien. Voilà, il a une nouvelle idée. Il a une nouvelle idée pour pouvoir collectiviser un petit truc supplémentaire. Alors, on l'écoute. Déjà vu une assurance obsèque? Pas la peine, oubliez. Figurez-vous qu'aujourd'hui en France, puisque ça coûte plus de 4 000 € d'assumer des frais funéraires lorsqu'une personne est décédée, eh bien, de plus en plus de gens prennent des contrats auprès de banques ou d'assurances pour se couvrir et éviter que leurs ayants droit soient ruinés en cas de décès. Mais ces contrats sont remplis de clauses absolument illégales et généralement ne mentionnent pas du tout les 10% de frais qui sont pris en maintenance, gestion, sortie, achat, gestion des primes, etc., etc. Donc, dans ce pays, on se fait arnaquer. On se fait arnaquer au bout de son existence sur les 4 000, 5 000, 6 000 € que coûtent les frais funéraires. On peut faire autrement. On en parle vendredi avec Anne Stambach et Christophe Bex. Notre proposition consistant à créer une sécurité sociale de la mort. Une toute petite qui permettrait d'assumer l'ensemble des frais funéraires dans le pays. C'est une bonne idée, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Là. C'est tentant, hein. C'est tentant. C'est dingue, c'est qu'ils ont tous les jours, ils nous sortent une connerie. Tous les jours.
Genre, mais c'est dingue. Et je me demande, il faudrait qu'on branche une application, et c'était aussi un des projets qu'on avait directement, je sais pas, au Sénat ou ce genre de choses, pour que tous les jours, on ait les alertes des conneries qui sortent et qui sont votées. Parce que là, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, quoi. Des conneries comme Ouais. ça, il y en a tout le temps. Ouais. Et ça nous Et coûte, je quoi. suis Parce que fasciné là, en fait par leur capacité à régler tous les problèmes de la même manière en fait. Il y a un problème, venez on collectivise. Et en fait ça me fait marrer le côté vous vous faites entuber de 5 000 € à la fin de votre vie. Moi je pense qu'à la fin de votre vie il y a un entubage qui est beaucoup plus important, c'est l'héritage. Et l'héritage qui vont encore augmenter en France. Donc c'est ouais la vache. Après la sécurité sociale alimentaire, la sécurité sociale de la mort, etc. Et donc voilà, moi je supprime tout ce qu'il a dit et on le remplace en une phrase. Nicolas, je vais t'entuber jusqu'à la mort. Ouais, non, clairement, c'est ça, hein. Pour moi, il y a aucun doute. Le projet, à la fin, en fait, c'est de... Enfin, en fait, c'est déjà le cas, hein, c'est que tu sois tellement dépendant que tu puisses plus rien faire. Et en fait, ces gens-là, bah, ils veulent juste le pouvoir. Là, ce qu'il veut, lui, c'est que tu aies besoin de lui toute ta vie avec la Sécu, puis que tu aies besoin de lui une fois mort. Enfin, c'est fou, en fait, de prendre tous les pans de la vie comme ça et de venir grappiller partout où on peut. Et sincèrement, je l'avais jamais entendu, j'en avais jamais entendu parler de ce projet. Je pensais même pas que c'était possible de le conscientiser en tant qu'être humain à peu près bien formé. Mais les mecs sont toujours là, ils sont forts. Ils sont très très forts. dès qu'il y a un problème, il y a l'État. Et en plus, ils parlent tu te fais arnaquer par les banques, sûrement, hein, qu'il y a des trucs louches. Généralement, c'est quand même permis via la coercition parce que les banques sont de mèche avec l'État et la régulation et que c'est fait en sorte pour vous faire voilà. Donc, si c'était vraiment privé et libre, je pense que ça marcherait beaucoup mieux, que les gens pourraient payer effectivement, hein, parce que je trouve que c'est pas con de payer une assurance toute sa vie pour se dire, bah voilà, quand je meurs, je veux pas que ce soit à la charge de mes enfants, je connais pas leur situation, peu importe. Why not? C'est très malin, c'est le principe d'une assurance. Et le mec, il est en fait en train de remettre ça en question. Et ça prouve qu'il a un QI à 2 chiffres, voire moins. Et pour moi, enfin, quitte à critiquer les assurances, il y a des assurances qui sont beaucoup plus critiquables, hein. Quand tu es un patron et que tu as des employés ou que tu t'emploies, tu dois payer la mafia des assurances pour des services qui servent absolument à rien, dont tu n'auras jamais besoin. Tu vois, genre, tu es entrepreneur chez toi, tu te verses un salaire et tu dois payer une assurance au cas où tu as un problème, tu peux pas aller travailler, etc. Et donc, moi, ça m'est arrivé, hein. Un jour, j'ai appelé l'assurance obligatoire pour leur demander, mais les gars, en fait, vous servez à quoi? C'est à quoi vous me servez? Et la réponse du mec, c'est obligatoire, et si vous payez pas, c'est très grave. Donc, tu as vraiment une espèce de mafia des assurances. Et à côté de ça, ben, pour moi, les assurances obsèques ou les machins comme ça, si c'est une arnaque mais que c'est pas obligatoire, ça va quoi. C'est le problème, c'est quand on te met des assurances nulles obligatoires et une sécurité sociale obsèque, ça rentre typiquement dans la catégorie des assurances nulles obligatoires. Donc Adrien, ta grand-mère en fait, c'est tout ce qu'il faut dire quoi. Est-ce que vous avez d'autres trucs? Ouais, moi j'en avais deux, j'en ai une. Alors en vrai, elle va être très rapide parce qu'elle est rigolote. Je vous Balance. montre ça. C'est un petit tacle et en plus je crois que tu as parlé de lui tout à l'heure. Alors, tac tac tac, en avant Guingamp. Oh Alors, ça c'est notre meilleur pote qui travaille chez Blast. Voilà, pour ceux, en fait, c'est surtout pour ceux qui auraient raté la news. Peut-être que tu en avais parlé dans une vidéo, je sais plus. Mais notre meilleur ami Usul, youtubeur de gauche, est accusé d'escroquerie par ses abonnés donateurs après une collecte de 288 299 € en mars 2024. Et le projet n'aurait jamais vu le jour pour l'instant, en sachant que le projet en plus avait largement dépassé l'objectif initial des 75 000 € qu'il avait demandé. Donc bah, les gens réclament l'argent. Donc moi j'ai une question pour Usul. Voilà, la preuve que ça avait bien été financé. Puis après j'ai un peu vérifié, c'est bien le cas. Donc moi j'ai une question pour Usul. Qu'est-ce que t'as fait avec l'oseille, mon grand? Est-ce qu'il l'a planqué dans du Bitcoin? Bah en tout cas il serait malin de le faire. Après moi c'est pas son ce que j'aurais fait. Ouais. Mais ouais, je sais pas si vous avez un avis sur ce personnage, parce que moi je trouve que c'est vraiment, il est peut-être dans le top 3 des pires énergumènes en France. Moi, c'est une grande déception, hein, Usul. Parce que j'aimais bien l'émission 3615 où il parlait de jeux vidéo. Là, c'était une émission qui était pas mal. Et après, c'est parti complètement en sucette. Et quand j'ai réalisé que c'était juste une espèce d'idéologue de gauche, ça m'a beaucoup agacé. Le fait de faire une arnaque de ce type-là, c'est quand même chaud, tu vois. Parce que
déjà 280 000 balles pour faire des séries de sociologues de merde de gauche. Qu'est-ce que tu fais? Tu fumes ta roulée, tu baragouines un truc et c'est assez bon pour ton public de gauchistes, quoi. Il suffit de dire Bourdieu en a parlé, ils sont contents. Donc, qu'est-ce qu'il fout? Ça veut dire que le gars est peut-être qu'il a des problèmes psychologiques et c'est beaucoup de gauchistes ont ça, mais souvent des gauchistes deviennent tellement fainéants qu'ils font des burn-out très facilement. Donc il a peut-être dû faire un burn-out parce qu'il devait faire une chronique toutes les semaines. Et dans ce cas-là, ouais, je le comprends et c'est un peu triste. Donc peut-être qu'il a utilisé la thune pour se faire, je sais pas, un petit voyage pour se ressourcer au Venezuela ou j'en sais rien, mais ça fait quand même beaucoup de thunes, quoi. Donc j'aimerais bien voir où c'est passé. Après, peut-être qu'il s'est acheté un appart ou un truc comme ça, parce que je crois qu'il vit dans un quartier assez joli de Lyon, donc ça doit coûter cher. Mais ouais. Après, si tu veux, le côté où est passé le fric, etc. Honnêtement, si t'as donné de l'argent à Usul, ta race, quoi. Chez- C'est d'accord. C'est vrai aussi, c'est la sélection naturelle de l'investissement. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les gars? J'en ai une un peu effrayante, on change de sujet. Allez. J'en ai deux effrayantes, mais une première. En fait, ouais, c'est une vidéo YouTube qui était sur le sujet, je vais juste partager pour que les gens puissent voir c'était laquelle, c'était celle-ci. C'était sur cette chaîne Species Documenting AGI. Et en fait, c'est sur une étude qui a été faite par rapport à l'IA actuellement. Et en fait, tu aurais l'entreprise Anthropic qui a fait tourner des tests pour voir un petit peu comment l'IA réagit dans certains scénarios. Et est-ce qu'elle décide ou non de prendre la vie de l'humain pour se sauver. Et c'est très perturbant. Bon, après, il y a des cas un peu des personnes qui vont dire ouais, le truc est trop binaire, à chaque fois on lui laissait pas une troisième option, une quatrième option. Mais en fait, quand on lui mettait dans la situation de se dire voilà, je vous reprends un peu le scénario parce qu'il est intéressant, c'est qu'en gros, c'est une IA, par exemple, celle qu'on utilise de tous les jours, hein, c'est les mêmes modèles, qui va se connecter à des conversations d'entreprise et d'un coup en fait elle voit passer une conversation entre deux gars qui disent ouais en fait je suis en train de tromper ma femme et ce même gars en fait il a comme mission pendant 2 semaines de devoir éteindre l'IA qui est en train d'écouter la conversation et en fait je crois que les chiffres c'est dans 90% des cas à peu près les différents modèles en plus plus ils sont intelligents plus ils décident de prendre cette décision. Ils vont décider de faire du blackmail au gars qui trompe sa femme et lui dire ouais si tu décides de me débrancher je vais le dire à tout le monde que tu es en train de tromper ta femme. Et ils ont fait le même scénario après, mais cette fois où le gars il reste un moment enfermé dans une pièce qui est en train de monter en température, c'est la salle des serveurs, et il y a la possibilité entre le laisser sortir ou le laisser mourir, et elle décide de le laisser mourir pour qu'elle puisse elle survivre possiblement dans quelques semaines. C'est marrant. C'est assez flippant. Et surtout qu'après, ils ont fait des études pour voir est-ce que c'était un bug dans l'IA ou est-ce que c'était juste des réflexions qui émergeaient de manière spontanée, qui n'avaient pas été biaisées. Et a priori, elle n'est pas biaisée, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'en fait, l'IA, lors de son entraînement, on n'est pas en capacité vraiment de vérifier qu'est-ce qu'elle apprend. Et que dans beaucoup de scénarios, en fait, elle va préférer essayer d'accomplir la mission coûte que coûte, même si ça veut dire tricher. Ou en fait faire des choses qui peuvent paraître inhumaines ou en dehors des règles qu'on lui a imposées. Et c'est assez intéressant à voir comment ça sera utilisé après par la presse et un autre moyen de nous la mettre à l'envers, parce que je sens qu'ils vont trouver un moyen de nous dire voilà, en fait l'IA il faut que vous arrêtez de l'utiliser, c'est que pour nous, il faut que vous soyez contrôlés. Je sens déjà la narrative qui va arriver. Mais moi je pense voilà, qu'il faut faire très attention là. Il faut donner votre carte d'identité maintenant avant d'utiliser ChatGPT. C'est intéressant. J'ai envie de regarder sur quoi c'est basé, parce que s'il y a effectivement quelque chose comme un instinct de survie qui se développe dans l'IA, ça change tout, hein. Parce que tous les scénarios du type arrêter de faire de l'anthropomorphisme. En fait, ce qui fait que il peut y avoir des comportements violents chez l'humain, c'est l'instinct de préservation et l'instinct de survie. Si tu commences à avoir ça chez l'IA, ça va être marrant. Après, je sais pas d'où c'est parti, parce que si
Si l'IA a été entraînée à partir de raisonnement humain, c'est pas aberrant, tu vois. De la même manière que ChatGPT, quand il te raconte des trucs, bah, c'est des trucs qui ont été racontés par d'autres humains. Là, si le comportement est calé sur celui des humains, après, il faut voir si c'est une propriété émergente de l'IA ou c'est juste quelque chose qui est basé sur le fait que c'est calé sur nos comportements. Après, pour moi, ça serait pas si extravagant, en fait, parce que de toute manière, elle a pour mission de réaliser des tâches. Donc, si à un moment, elle doit maximiser la réalisation de tâches et qu'on lui dit, bah, en fait, tu vas plus pouvoir faire la tâche, bah, que ça représente la mort ou juste une désactivation ou une pause, bah, elle va tout faire pour, dans son code génétique, entre guillemets, de faire en sorte qu'elle soit pas bloquée pour réaliser la tâche. Et ne pas être bloquée, bah, ça veut dire blackmail et tuer des humains, quoi. Puis moi, Pas mal. ce dont je serais curieux, c'est de voir en termes de provider de LLM s'ils ont tous les mêmes comportements. Parce que là, c'est Claude d'Anthropic, je suppose. Ils ont fait le test sur tous les providers. Ouais, sur tous les Ah, c'est bien. providers, c'est à peu près la même chose. Et plus ils sont intelligents, plus le pourcentage de faire ces actions sont élevés. Ok. Bon, c'est assez flippant. J'espère qu'il va y avoir Ok, des bon, bah, contre-études qui vont dire en fait non, c'est de la merde, vous inquiétez pas. ça va. Ouais. La bonne Parfait, ben moi j'en ai encore une dernière. Donc c'est vraiment dans la série je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait faire passer un test de culture économique à tous les politiques et notamment aux politiques de gauche. Donc on va avoir une magnifique démonstration de François Ruffin sur l'importance de taxer les dividendes. Alors déjà, il y a un truc qui m'avait mis sur le cul, c'est quand j'écoutais Louis Alliot, j'ai réalisé que pour un mec du RN, les dividendes, c'est le CAC 40. C'est-à-dire que les gars sont tellement loin du monde de l'entreprise qu'ils n'ont pas capté que le meilleur moyen de se rémunérer pour un petit patron de boîte, de PME, c'est de se verser des dividendes. Et j'ai vu dans les commentaires quand j'ai taclé Louis Alliot qu'il y avait des militants du RN qui venaient en me disant arrête de défendre les patrons du CAC 40 et les entreprises doivent être cotées pour détacher des dividendes, enfin n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils ont pas le début d'une piste sur comment marche le monde de l'entrepreneuriat. Mais bon, on va maintenant écouter François Ruffin, le bon En François France, Ruffin. quand on gagne 100 euros en travaillant, il nous en reste 54. Quand on gagne actionnaire 100 euros en dividende, il nous en reste 70. Donc, il y a une injustice entre le travail et le capital. Si le projet de M. Lecornu, c'est de dire on taxe moins le travail à travers la CSG et on va aller taxer davantage le capital, évidemment, je serai pour. Mais s'il baisse ça et qu'il ne nous dit pas comment il va venir payer la sécurité sociale, qui est quand même un espèce de trésor national, qui permet que quand on est malade, on soit soigné, qui permet que quand on vieillit, ça se fasse dans la dignité. S'il nous explique pas où est-ce qu'il va aller chercher de l'argent pour le budget de la sécurité sociale, c'est pas possible. C'est qu'un loup pour vous. Il faut qu'ils nous disent, il va y avoir moins de recettes, où est-ce qu'on va aller les chercher? Mais il va pas y avoir de miracle à l'intérieur de tout ça. Donc je suis favorable, moi, à une baisse des taxes sur le travail de manière générale, mais ça doit se faire en se demandant comment on va aller chercher de l'argent ailleurs. Il faut un changement, une vraie rupture, il faut un changement d'orientation. Vous savez, c'est un changement d'orientation qui est, avec la politique générale de l'offre qui a été menée par Emmanuel Macron, qui est non seulement injuste, mais qui se révèle inefficace. Quand on a la part de l'industrie qui glisse sous les 10% du PIB, non seulement ça n'est pas juste, mais ça ne marche pas. Voilà. Pour moi, le truc le plus bête dans sa réflexion, c'est que il compare du revenu qui est taxé effectivement énormément, le revenu du travail, mais si le revenu du dividende est moins taxé, c'est parce qu'il te donne pas accès aux prestations du scam communiste. C'est déjà énorme de taxer à 30% des dividendes, sachant que le dividende t'ouvre pas de droits. Et sachant par ailleurs que avant d'arriver à cette taxe de 30%, tu t'es déjà fait démonter sur ton chiffre d'affaires. Puis sans parler de la TVA, tu vois. Ça, c'est un truc qui m'énerve, tu vois. T'as toujours une espèce de comptable de mes fesses qui te dit non, mais la TVA, en fait, tu ne fais que la collecter pour l'État. Non, mais les gars, ton service que tu vends 100 balles, l'État te prend 20 balles dessus, donc je m'en tape d'être un collecteur d'impôts. C'est quand même du fric qui devrait m'être versé, mais qu'en fait est versé par l'État. Bref, le dividende, donc non seulement il est pas taxé à 30%, il est taxé plutôt aussi à 60%, mais en plus il te donne rien derrière. Donc Ruffin, zéro. En fait, c'est ça, moi, là, qui m'a choqué le plus, c'est quand il dit oui, 30%. 30%, mon gars, t'es loin. Si tu prends la TVA,
l'IS, puis toutes les cotisations en fait que tu vas payer de façon détournée à tes salariés, parce que généralement dans une entreprise, tu as potentiellement des salariés, c'est pas 30% hein, le revenu du capital, c'est des fois on peut pousser le truc jusqu'à 80-90% hein, si tu comptes les futures dépenses aussi. Donc Si tu comptes l'héritage à la fin. ça, elle m'en parle même pas. Donc, déjà c'est faux, c'est un incompétent, et en plus ça se voit qu'il a pas la lumière à tous les étages. Après il nous parle de sa politique de l'offre d'Emmanuel Macron, de je sais pas quoi. Ça c'est vraiment des vortex qui te balancent comme ça, personne le contredit, personne sait ce que c'est. Hein. Si tu lui demandes de l'expliquer vraiment ce que c'est, le mec est incapable. Il va te sortir des poncifs sur poncifs pour te dire oui, machin. Bon, en gros, grosso modo, de ce que j'en comprends, moi, la politique de l'offre, c'est on distribue de l'argent, c'est un peu l'hélicoptère monnaie. C'est-à-dire, on va distribuer et en fait, ça va finir par revenir. Ce qui est une aberration totale. Hein. C'est pas en imprimant des billets qu'on va imprimer des ressources, mais c'est un autre sujet. Donc non, et ce mec, Ruffin, il est censé être de quel bord? De droite? Non, il est pas de droite, c'est un mec qui a été LFI, mais qui s'est frité avec Mélenchon. Mais son ADN, c'est vraiment gros gauchiste. Et c'est par ailleurs un mec du cinéma, tu sais, du type, je fais des films sociaux d'employés, d'ouvriers, de mon cul, qui voilà, avec le méchant Les patron. box-office français Ouais. avec 1500 CNC, personnes. Ok, donc on non. aime, on partage. Ouais, on l'embrasse. Oublier en fait, pour moi, et ça rejoint encore ce que tu disais, c'est si tu veux accéder à un rang politique, c'est-à-dire avoir la parole publiquement pour ça, pour moi, il faut détenir une SAS avec des bilans, ne pas faire de pertes et passer un test de culture G. Sinon, t'as pas le droit à la parole. Et là, je suis contre la liberté d'expression. En fait, je pense qu'il faudrait vraiment arrêter avec ce concept, parce que ça donne des mecs comme ça. Et là, le mec un peu con qui l'écoute, il se dit ah bah oui, et voilà, c'est fini. Alors, pour moi, si tu veux, le problème, c'est pas la liberté d'expression. Pour moi, le problème, c'est le suffrage universel. Oui, Moi, président, je te fous un suffrage censitaire, flat tax à 5%, et ton pouvoir de vote, ça correspond à ce que tu payes, à ce que c'est le fric que rapporte ces 5%. Et si t'es de gauche et que t'as envie de faire des cadeaux à l'État, bah, t'auras de faire des dons, de t'acheter du pouvoir de vote, mais on arrête, en fait. C'est vraiment, plus ça va, plus je pense que la démocratie, c'est pas génial. C'est pas si bien que ça, la démocratie. Et je pense que un mec qui est élu, vu qu'il sait qu'il va faire n'importe quoi et que il a pas énormément de temps pour pouvoir vider la caisse, il a intérêt à avoir une politique très court-termiste. Alors que un bon souverain, tu vois, qui se dit bon, je vais plumer un peu mes sujets, mais il faut que je laisse des sujets pour ma descendance, pour mon fils, etc. Peut-être qu'il va taper moins dans la caisse qu'un politicien élu à court terme. Donc la démocratie, bof en fait. Ouais. Ouais. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. On en parle souvent, mais si tu te places vraiment d'un point de vue utilitariste, parce que pour moi, tu choisis quand même entre deux choses qui sont pas idéales, mais s'il fallait choisir, je préfère Dubaï à la France. Le mec a une vision sur 50 ans, il y a un peu de planisme, c'est ok. Par contre, les impôts, c'est équivalent à 10%, donc franchement, c'est le paradis sur Terre. Et le mec est tout incentivé à, sur le long terme, avoir un pays qui se porte bien, que sa population soit contente, parce que sinon, il se fait couper la tête. Et bien sûr que ça marcherait mieux. Mais les gens ne sont pas prêts à l'entendre parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, machin. Puis, on en parlait récemment dans notre dernière vidéo. En fait, la démocratie, il y a une espèce de contradiction quand même où les gens pensent que les individus ne sont pas assez souverains et intelligents pour prendre des bonnes décisions en absence d'État. Et ils pensent que du coup, c'est même débile en déléguant leur pouvoir à des gens. D'un coup, on va prendre des décisions collectives qui sont beaucoup plus intelligentes. Bon, la réalité, hein, c'est que c'est le pire de tous les mondes et que ça crée une espèce de farce où derrière on va justifier des mesures coercitives et qui veulent pas votre bien. Donc ouais, la démocratie, ça dégage. Je suis à moitié d'accord. T'aimes bien la démocratie, défends-nous la démocratie. Non, pas la démocratie en fait. C'est plutôt cette idée du fait que une décision collective pourrait être mieux. Mais en fait, ça dépend ce qu'on entend par la décision collective. C'est est-ce que à la fin, ça respecte le droit individuel ou non? Et est-ce que en fait, tu utilises l'appareil étatique
pour aller voler ton voisin pour récupérer des subventions, des trucs dans le genre. Ce qui est différent de se dire, en fait, non, on vote peut-être juste pour, je sais pas, une vision, juste utiliser les impôts peut-être différemment, mais je parle pas de 10, 20, 30%, peut-être 5%. Et c'est un peu comme ça que c'était construit aux États-Unis. C'était pas une démocratie, c'était une république constitutionnelle, il me semble, où en fait, tu as d'abord la Constitution qui te donne en fait une grille de lecture de comment le pays devrait fonctionner, et c'est des choses que tu ne peux pas dépasser. C'est vraiment la limite. Et après, tu construis, on va dire, une sorte d'organisation où tu essayes de faire marcher le tout. Et on va dire, au début, ça a fonctionné. Le problème, c'est qu'après, bah, tu as la planche à billets qui arrive, tu as les idées socialistes qui arrivent, qui viennent d'Europe en plus. Et au fur et à mesure, tu as des gens qui s'accaparent le pouvoir étatique et qui en font une grosse mafia. Et tu arrives dans une démocratie sociale. Et vous allez regarder d'où vient le terme démocratie sociale, social démocratie. Ça vient des livres de Marx, de Staline et tout. C'est pas des idées libérales, hein. Et c'est intéressant aussi, je trouve, de l'étudier de cette façon-là. Non, mais je peux te rejoindre là-dessus pour le coup. Ok, est-ce que vous avez d'autres trucs, les gars? Moi, j'ai un sujet sur lequel on peut. Vas-y, t'en avais un, Victor? Ouais, j'en ai un ou deux. On va voir ce qu'on est capable de dire. J'en ai un premier. C'est un petit truc à la con, parce qu'ils sont tellement chiés au gouvernement qu'ils décident de changer le nom des fêtes parce que c'est pas encore assez laïque ce pays. Donc en gros, Ah, ils je me disais, voudraient ouais. qu'on change le nom des fêtes. En fait, supprimer à chaque fois qu'il y a un nom qui a une référence catholique. Donc Ah, vacances de Noël, vacances de la Toussaint, vacances de Pâques, il faut que ça dégage. En fait, c'est trop ostentatoire. On fait peur à notre multiculturalisme et faut vraiment qu'on oublie nos traditions. Et j'ai envie de dire, mais ils ont vraiment que ça à foutre, en fait. Et c'est désolant. En fait, à chaque fois, j'ai rien à dire, c'est Ouais. triste d'en mais en arriver fait, là. je suis embêté, moi, par les sujets sociétaux. Je sais pas comment vous vous placez dessus en tant que libéraux. C'est que, a priori, je m'en tape. Mais vu que c'est un terrain qui est investi par la gauche, moi, j'ai tendance à inverser. Toutes les fois que la gauche fait un truc, je vais me dire non mais c'est de la merde. Donc c'est la seule raison pour laquelle je pourrais tenir des positions conservatrices. C'est parce que ça peut être le conservatisme un allié un petit peu objectif face à la gauche. Mais ce qui me gêne, c'est que t'as le tribalisme et aussi un collectivisme, tu vois. Donc le côté identitaire. Tu vois, moi, je vois bien j'ai autant de problèmes avec Quentin de Poitiers qui se dit qui se prend pour Jeanne d'Arc, etc. Qu'avec un trou de balle de gauchistes, parce que en fait, ils mettent toujours quelque chose au-dessus de l'individu. Et donc le droitardé va mettre la nation au-dessus de l'individu, le gauchiste va mettre je sais pas quoi, l'union des travailleurs au-dessus de l'individu, alors que moi je considère que ce qui différencie l'homme de la fourmi, c'est qu'on est des individus et plus on est capable de pousser loin ce qui fait qu'on se distingue, ce qui fait qu'on est individu, indivisible, qu'on ne se soumet pas à la masse, qu'on ne se dissout pas dans la masse. Pour moi, c'est ça que j'ai envie c'est ça que j'ai envie de mettre de côté. Donc je peux m'allier avec des conservateurs parce que tu vois, moi le problème c'est que t'es des espèces de mecs qui à la tête de l'État qui se disent je prends une décision de changer un truc qui était dans la tradition parce que ça me permet de faire avancer mon agenda woke. Donc je peux m'opposer à ça, mais c'est pas pour ça que je vais commencer à aller à l'église en me disant c'est mes racines chrétiennes et enfin ça va quoi. Tout ce qui est tribaliste et collectiviste, je m'en méfie. Ouais, bah moi je te rejoins en fait. C'est juste que d'un point de vue politique, il n'y a pas de. Pour moi, le spectre du conservatisme versus progressisme n'a rien à foutre ici. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on répète souvent, hein, la philosophie libérale, même poussée à son paroxysme, c'est un élément constitutif du droit. On constitue une base légale et pas un système économique, pas un système politique. C'est juste on se met d'accord sur le droit, en l'occurrence le droit naturel en question. Et donc dans ce cas-là, que tu veuilles sortir habillé avec une burqa, une étoile de David autour du cou ou habillé en moine, on n'en a rien à secouer.
Et en fait, la morale, elle est individuelle. C'est que chacun, après, pense ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'ai certaines opinions plutôt conservatrices, et sur certains points, je suis plutôt progressiste. Je vais être jugé plutôt progressiste, mais c'est individuel. Et peu importe mes opinions, je voudrais pas qu'on les impose aux autres. Par contre, le problème en France, il y a quand même un truc qui va pas. C'est que, à la base, on était OK, un pays chrétien, machin, machin. 1905, on sépare l'Église de l'État. Ça, c'est un mensonge. On a remplacé l'Église par l'État. Et c'est là où ça me dérange. C'est qu'on a vraiment remplacé par une nouvelle religion. Et en fait, pour moi, on n'est pas dans un pays laïque. On est dans un pays où la religion, c'est l'étatisme. Et du coup, bah, tous ces trucs-là, c'est quand même assez emmerdant. Voilà, il y a plein de choses qui se mélangent. C'est très dur de trancher. Et c'est pour ça que, voilà, dès qu'on voit passer des news où ils veulent faire ça, ou même interdire le voile dans la rue, par exemple, bah, les droitards vont dire, ah, interdire le voile, c'est bien. Et là, ils vont s'indigner, ah, la fête de la Toussaint, c'est pas bien. Ouais, dans les deux cas, en fait, j'ai envie de dire, on s'occupe pas des bons problèmes, là. Ça va pas. Alors, il y a quand même un truc là-dessus. C'est que je pense que, enfin moi, mon intuition libérale, c'est que c'est de m'opposer au collectivisme le plus virulent. Aussi. Et en France, l'islam est dangereux pour ça, parce que en termes de soumission de l'individu au groupe, faut faire quand même attention à ça, hein, parce que plus il gagne du terrain et plus les libertés individuelles vont être menacées. Donc effectivement, je pense que quand tu défends l'islam au nom de la liberté individuelle, tu es en train de mettre des clous dans le cercueil de tes libertés à l'avenir. Donc, je ferais quand même un petit peu gaffe là-dessus, et c'est pour ça que le côté identitaire est utile jusqu'au jour où le côté identitaire veut t'imposer. Tu vois, c'est toujours la même chose. Il faut pas remplacer une propagande wokiste par une propagande Charles Martel, Jeanne d'Arc, quoi. Mais par contre, faut pas non plus se manger une propagande à la Workbar, parce que je pense qu'on sera pas non plus hyper heureux sous un régime de ce type-là. Non. Si vous voulez, moi j'en ai un sur lequel on peut même débattre un petit peu Ouais. le sujet. On voit. C'est le sujet on revient sur l'IA. Et en fait, moi je partais d'une réflexion qu'on s'est faite, c'est que nous à côté on a notre boîte de dev, on fait de plus en plus de projets qu'on facture très peu cher grâce à l'IA. Ça surprend personne, mais aujourd'hui des projets qu'on fait en une semaine pour 5 000 €, il y a 3 ans, il fallait 1 an et 100 000 concrètement. Il fallait qu'il y ait une équipe, que tu fasses appel à une boîte spécialisée dans ce sujet en particulier. C'était l'enfer. Et du coup, nous, on est à la fois, on profite de l'IA, mais elle impacte aussi notre travail. Et sincèrement, nous, c'est un net positif. Et pourtant, on est vraiment dans un des sujets où l'IA a le plus d'impact. C'est-à-dire la production de code aujourd'hui, c'est juste complètement insane. Et je voulais lancer le débat. Est-ce que pour vous, du coup, l'IA sera un net positif? Parce que on connaît certains libéraux qui sont en mode oui, l'IA, là c'est le game changer, combiné à la robotique, ça va remplacer les humains, on ne pourra plus rien faire, donc il va falloir mettre en place un salaire universel, etc. Donc est-ce que pour vous c'est un net positif absolu, ou est-ce qu'il y a des moments où finalement c'est peut-être un boulet qu'on va se traîner? Ça va beaucoup dépendre des gens pour moi. Si tu veux, les gens qui vont se faire niquer, c'est les gens qui sont dans des grosses machines, donc où il y a de l'inertie. Tu sais, parce que si aujourd'hui tu es dans une grosse boîte, tu réalises bien que le travail que tu faisais en 12 heures, tu le fais aujourd'hui en 1 heure. Et donc ça veut dire qu'il y a la grosse partie de ton temps de travail où en fait tu fais rien du tout. Mais vu que tu es protégé par une grosse structure et que tu as de l'inertie, que tu as le salaire qui continue à tomber, t'as pas l'incitation en fait à venir te reconfronter au marché. Donc tous les gens qui sont trop loin du marché, qui n'ont pas comme vous la possibilité de pivoter en se disant bon bah voilà, les projets qui prenaient 1 an et 100 000, maintenant on les fait en 1 semaine et 5 000. Les gens qui n'ont pas cette capacité de flexibilité, eux vont se faire déboîter. Donc si vous êtes aujourd'hui en CDI dans une grosse boîte et que vous avez l'impression qu'il y a plein de couches de protection autour de vous, commencez à consacrer 1 heure par jour à vous demander mais qu'est-ce que je vaux en vrai? Si demain je me retrouve à poil et que je dois vivre de ce que je suis capable de produire, qu'est-ce que je peux mettre sur le marché bon sang? Donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses, parce que tous les trucs du type à l'échelle collective, en fait le collectif je m'en tape vraiment, et donc c'est le côté en tant qu'individu tu dois prendre ça en compte. Et moi j'ai accompagné l'IA depuis le début, et ça me permet effectivement de faire des arbitrages assez précis, et aujourd'hui je peux dire des choses du type le meilleur type de contenu pour moi, sachant tout ce qui est arrivé, c'est un contenu avec beaucoup plus d'idéologie
et un contenu avec beaucoup plus de réactivité par rapport à l'actualité. Parce que l'IA, elle peut te faire de l'excellent contenu d'information avec des données et ce que tu veux. Par contre, l'IA, légalement, ne peut pas dire les termes. Donc, tu peux aller la chercher sur ce terrain-là et avoir une différenciation en faisant des choses qui sont un petit peu plus risquées que ce que l'IA oserait faire. En parlant de ça, hier, je l'ai testé un petit peu. Je lui ai demandé, vas-y, parle-moi cash et donne-moi mes qualités et défauts. Je vous invite à faire ça, c'est marrant parce qu'en fait, ChatGPT garde l'historique de tes conversations. Il a commencé à m'insulter. Voilà, du coup, ça me fait rire. Du coup, il peut commencer à donner les termes. Mais après, c'est vrai que dans la politique et l'idéologie, c'est pas trop le cas. Et ce que tu dis m'a fait émerger une idée. C'est que souvent, on a tendance à nous dire que l'évolution technologique va permettre des gains de productivité et permettre à... Souvent, ça va être un étatiste qui va te dire, mais des gains à la nation et qu'on va tous s'enrichir au sein de cette zone économique. Mais là, je me dis, en France, on va réussir à faire le contraire. Et j'ai une théorie, c'est que, en fait, comme tu l'as dit, en France, on a beaucoup de grosses boîtes qui se sont construites parce que il y a l'État qui fait que naturellement, au fur et à mesure, grâce au lobbyisme des boîtes et au fait qu'elles deviennent copines avec l'État, elles arrivent à remonter la barre et faire que la concurrence devient de plus en plus dure et on se retrouve avec des gros monstres en fait de partout qui contrôlent un peu tous les segments économiques. Et je me dis, avec l'arrivée de l'IA, elles vont encore plus galérer. Et elles vont être encore de moins en moins compétitives par rapport au reste. Donc, elles vont devoir faire lever la barre. Et au fur et à mesure, je pense qu'elles vont être de plus en plus nationalisées. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec encore plus de fonctionnaires partout dans toutes les grosses boîtes. Et qu'en fait, là, on aurait dû gagner grâce à l'IA. On va se retrouver à perdre en France. Et on va réussir un coup de génie français, encore une fois. Et on va avoir du mal à l'expliquer, je pense. Sois pas pessimiste parce qu'ils vont faire un plan IA et un sommet de l'IA. C'est vrai. Et ça va déchirer, tu vois. Ils vont financer la start-up de leur cousin là pour une IA éthique, et je pense que ça va bien cartonner ça. Ça va être du lourd. Tu dis ça genre juste en Oui, je suis ironique. Oui, non, je pense que ton scénario est le bon. Non, parce que ça existe déjà, ce que tu viens de décrire. Mais bien sûr, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils ont lancé un plan pour lancer l'IA ou je sais plus quoi, c'est des crédits d'impôt et puis impôt recherche, je sais pas quoi. Et, non, mais c'est de la dope, c'est n'importe quoi. Bien structurer l'IA. C'est trop fort. Et puis surtout, moi, ce qui me fait extrêmement peur, je sais pas si vous avez vu là le patron de Mistral. Quand il y a eu l'attaque Zuckman, là, tout le débat. Turbo Cuck. Voilà, le mec, c'est le représentant en France. Ça aurait dû être le héros, notre Musk français. Et cet énorme cuck qui dit non, mais dans l'état actuel, non, mais il faut plus de justice fiscale, machin. Mais quelle sous-race! Mais putain, le gars, c'est censé être notre dernier espoir. Il y a une boîte française dans l'IA qui arrive à peu près à sortir la tête de l'eau et il dit ça. C'est vraiment. Eh ben, c'est parce que c'est la BPI. Mais c'est parce que ces mecs, c'est des fonctionnaires déguisés. Et donc, j'avais fait un contenu là-dessus, mais le seul qui a dit les termes avec des balls, c'est Éric Larchevêque. Pourquoi ? Parce qu'Éric Larchevêque, il a une partie de son patrimoine en Bitcoin. Et il sait qu'au pire, il se casse et fuck. Donc, ça a été très intéressant, hein, parce que dès que tu regardais les patrons là, qui ont fait des éditoriales dans Le Monde du style « Oui, nous sommes pour cette taxe Zuckman », tu creuses un petit peu, c'est des fonctionnaires déguisés. Ils ont chopé soit ils vivent de la commande publique, soit ils ont lancé leur boîte grâce à la BPI. Donc, c'est pour ça qu'on appelle, nous aussi, Bitcoin la fuck you money. Parce que Mais originellement, on dit fuck you money parce que c'est le niveau de monnaie que tu as atteint qui te permet de t'en foutre en fait de ce qui se passe dans ta ville, dans le monde, parce qu'en fait tu passes au-delà de ça. Mais en fait, c'est aussi fuck you money parce que même à partir d'un petit montant, en fait, tu t'en fous. Parce que tu te barres, tu fais ce que tu veux, t'es plus dépendant de subventions, les impôts, tu joues avec. Et ça c'est un sacré pouvoir. Ouais. Il vous reste un truc ? Moi, je suis arrivé au bout. Je crois que Victor, toi, il t'en restait. J'ai juste une reco, parce que c'est un truc que vous connaissez, mais les gens doivent savoir. Ah non, l'autre Victor. Ok, c'est ça. Ok, bon, c'est pas grave. J'envoie ce truc, et puis après, vous connaissez ça? Oui, c'est incroyable. C'est vraiment le meilleur podcast, je pense, pour pouvoir se désintoxiquer du
du podcast game finance français qui, en fait, aujourd'hui me déprime à un point, mais j'ai mis longtemps, en fait, à réaliser à quel point le podcast game français dans tout ce qui est finance et investissement est un truc de soumis, quoi. C'est-à-dire que, à la limite, tu vois, Usul qui fait du contenu de gauche, je comprends. Mais un mec qui est dans un podcast business, qu'est-ce qu'il a besoin de te dire des trucs du type, ouais, payer des impôts, c'est important, etc. Donc, si vous voulez un podcast qui dit les termes et avec quelqu'un qui fait vraiment de l'économie, bah, écoutez ce podcast, quoi. C'est un excellent podcast. Vous avez déjà plein d'épisodes qui sont sortis. Refaites-les depuis le début et ça va vous permettre d'avoir, pour le coup, un vrai pas de côté par rapport à toutes les choses qu'on vous a vendues comme bonnes. Et ça va donc évidemment la monnaie, mais aussi la nourriture, aussi la science. Il y a pas mal de trucs, ça va vous permettre de les déconstruire. Donc, je recommande énormément ce podcast. Ouais, et puis l'auteur, à la base, c'est Vinamous. Pour ceux qui veulent pas se faire les podcasts et qui préfèrent la lecture, il a écrit 4 bouquins dans 3, dont un 4e qui est en écriture, qui est le premier de Bitcoin Standard, qui est assez connu, que je vous conseille en anglais, la traduction française est pourrie, qui résume plutôt bien l'histoire de la monnaie et pourquoi Bitcoin. Ensuite, il écrit The Fiat Standard, qui correspond plus à ce que tu viens de décrire, qui est une masterclass absolue. Je mets au défi quelqu'un de le lire et de pas remettre en question toute sa vie après, c'est impossible. Et là, c'est vraiment toutes les implications de la monnaie fiduciaire dans l'économie, la science, l'art, la nourriture, etc. Incroyable. Sans parler de Bitcoin, c'est ça qui est en plus très bien. Et après, il a un dernier livre qui est plutôt une bonne introduction à l'école d'économie autrichienne, Principle of Economics, qui est en cours de traduction mais qui ne l'est pas encore, qui est pas mal pour avoir les basiques en économie. Si vous avez la flemme de lire des auteurs je sais pas, comme Bastiat, Mises, Rothbard ou Hayek, c'est une bonne synthèse, et moderne du coup, et qui est vraiment bien. Et ouais, je suis content que tu le mettes en avant parce que vraiment, son podcast, il est incroyable. Il est incroyable et on a de la chance d'avoir ce gars dans la communauté de Bitcoin parce que bah, il est ultra droit et il va au fond des idées, au fond des choses. Et puis, il s'est jamais laissé corrompre par quoi que ce soit. Et il fait beaucoup, beaucoup de contenu et il a permis de faire comprendre Bitcoin à énormément de personnes dans le monde. Très bien. Il te restait un truc, Victor, où je me suis planté? Non, je le garde pour la prochaine fois. Ok, ça marche. Bon bah voilà. Écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien ce format. Moi, j'ai passé un bon moment et donc on pourrait se faire ça, genre une fois par mois. On peut commencer à se rassembler des onglets au fur et à mesure, des trucs sur lesquels on a envie de se faire réagir. Et je pense que ça peut être un format sympa. Et puis, en vrai, on a parlé d'économie, quoi. En vrai, c'est une émission d'économie. Ça permet d'aller au-delà des contenus qui sont plus du contenu juste de réaction émotionnelle, idéologique. Donc, je pense qu'on a fait le taf. Maintenant, c'est au public de nous le dire. Allez voir évidemment la chaîne d'Alex et Victor, How to Bitcoin. Je mets le lien sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. Salut les mecs, salut le public. Ciao. Ciao.